Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous inaugurons une série d'éditos vidéo où nous allons parler de l'actualité nationale et internationale, mais aussi des préoccupations des citoyens, des sujets qui préoccupent les citoyens. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui m'est très cher et qui s'appelle « Par amour pour mon pays ». J'ai parlé récemment d'un mouvement que tous les Sénégalais doivent s'approprier et le faire vivre au quotidien. Pourquoi par amour pour mon pays? Alors, j'ai été inspiré par le président de la République, Macky Sall, dans une de ses déclarations où il disait qu'il ne peut pas y avoir d'émergence sans amour pour son pays. Alors ce jour-là, j'ai applaudi des deux mains parce que j'étais vraiment content. Je me suis dit, mais ça c'est quelque chose de fondamental. Parce que sans amour pour le pays, écoutez, toutes les actions seront vaines. Et je l'ai pris au mot. J'ai commencé à développer ce concept. Et je me suis posé un certain nombre de questions. D'abord, le président Macky Sall a été élu avec 65% des voix. Je pense que c'est une majorité confortable que beaucoup de dirigeants rêvent d'avoir. Sauf bien sûr les dictateurs qui peuvent aller jusqu'à 90%. Mais 65% dans une démocratie, c'est extraordinaire. Mais ce qui me préoccupe, pour quelqu'un qui dit aimer son pays, au lieu de gouverner avec ses 65%, avec une majorité élargie, moi j'ai l'impression qu'il gouverne avec que 25% qu'il avait au premier tour. Ça veut dire avec l'APR. Parce qu'on entend APR partout. Jeunes de l'APR, Cercle Communication APR, etc. APR. Mais lui-même, je pense qu'il est un peu agacé en ce moment parce qu'il tape sur la table. Parce que ses partisans se crêpent le chignon tout le temps. Voilà le risque. Quand on choisit de massifier son propre parti, au lieu de s'appuyer sur une majorité confortable de Sénégalais, de compatriotes, et même rassembler au-delà. Parce que je pense que quand on aime son pays, on doit chercher à unifier, à créer ce qu'on appelle l'unité nationale. Et je pense qu'une occasion était là, extraordinaire, pour dire, écoutez, vous avez une majorité, vous allez me soutenir pour mettre en place ma politique. Et c'était l'occasion de se mettre même en congé de son parti et de créer un grand parti de majorité présidentielle. Au lieu de cela, il a choisi de massifier son parti. Et je pense qu'il est en train, je pense peut-être de le regretter. Parce que l'APR ne fait que 25%. Et si ça continue comme ça, je pense qu'il sera en ballottage défavorable en 2017. C'est-à-dire, il risque même d'être mis en minorité et cohabiter. Parce que les Sénégalais, quand même, ont refusé et rejeté un tel système qui les prend en otage depuis plus de 50 ans. Chaque parti qui vient avec ses couleurs. Le vert avec les socialistes, le bleu avec les libéraux, et là on voit le marron beige avec l'APR. Même les bus sont peints en marron beige. Je pense que c'est quelque chose qui heurte la sensibilité. Parce que le Sénégal, c'est vert, jaune, rouge. À la rigueur, on m'aurait mis ces couleurs-là, hein, je serais beaucoup plus en phase. Donc ça, c'est un premier élément. Et je pense que rechercher l'unité nationale à travers ces valeurs-là, ça fédère encore plus. Un second point qui est
pour moi très important, c'est le fait que le président refuse, ou bien peut-être qu'il a peur, de réformer en profondeur la société. Parce que nous avons une société dont les fondations sont en ruine. En ruine pourquoi? En ruine à cause de toutes les pratiques informelles qu'on a vues depuis plus de 50 ans. Les pratiques de corruption, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de trafic d'influence, qui sont à profusion dans le pays. Alors qu'en tant que président, il avait l'opportunité, étant donné qu'il avait 65%, il avait l'opportunité de pouvoir changer tout ça. En quoi faisant? Il a avoué avoir bénéficié de privilèges indus de la part de son prédécesseur. Ce qui est un acte, je dirais, insupportable, parce que son prédécesseur n'a aucune richesse à donner. L'argent qu'il a donné en privilège vient des deniers publics. Mais dans ce cas, Macky Sall aurait pu dire, écoutez, je prends 2 milliards, etc., j'ai eu des privilèges, etc., je les mets au trésor public. Et là, il aurait donné un signal fort à l'opinion et à tous les Sénégalais sur la nécessité maintenant qu'il y ait une gestion vraiment sobre et vertueuse des deniers publics. Et là, jusqu'à présent, il est là avec ses sous. Et ce qui est encore grave, c'est que les organes de contrôle qu'il avait créés ont découvert des systèmes de malversation patents, et il dit qu'il met ces dossiers-là sous le coude. Au nom de quoi? Il donne l'exemple, oui, il faut aller au travail, etc. Non, mais les citoyens ont besoin de savoir. Les citoyens ont besoin de savoir que ces pratiques-là vont disparaître. Mais en faisant cela, il allait même jusqu'à nommer PCA une personne qui a été compromise dans une affaire. Mais c'est une forme d'insulte à la dignité humaine. Donc, je pense que réformer en profondeur commence par ces actes forts. Parlons des fonds politiques. Voilà un élément sur lequel parfois on se pose des questions. Macky Sall donne 20 millions là, donne 15 millions là, donne... Non, mais ce sont les deniers publics. S'il y a une catastrophe ou s'il y a un besoin quelque part dans une corporation, on peut créer une forme de caisse de solidarité nationale qui puisse organiser tout ça. Mais on sort de l'argent, on parle de milliards, etc. Tout ça, ça pervertit les esprits. Dans une société où l'argent déjà constitue une relation bizarre avec les gens. Je dirais même une relation malsaine. Je pense que pour mettre en mouvement une société, c'est tout le contraire qu'il faut faire. Personne ne doute de sa volonté de vouloir changer le Sénégal. Plan Sénégal émergent, etc., etc. Mais les préalables pour qu'on soit un pays émergent ne sont pas encore là. Notamment la réforme de l'humain. Certains choix peuvent être très contestés. On ne peut pas émerger si on ne développe pas, par exemple, le capitalisme national, le secteur privé national. Et moi, j'ai l'impression que nos dirigeants ne s'occupent pas assez de notre secteur privé national. Tous les projets d'envergure sont entre les mains des étrangers. Récemment, j'ai entendu un appel d'offres, géré d'abord par un cabinet français, qui pratiquement a octroyé tous les marchés à des structures françaises. Je pense que c'est le truc du train là. Mais bon, ça on peut quand même parfois se poser des questions. Donc il est important, je pense, de réorienter, d'infléchir la politique. C'est pour ça que j'ai parlé d'un mouvement par amour pour mon pays. Pour que chaque Sénégalais maintenant soit conscient de cet aspect-là. Récemment, quand il a inauguré le port de l'Émergence, à grande pompe, il a dit, ah, ce pont-là, quand on est nulard, on ne pourra pas le réaliser. Il y a quelques jours, il a plu
la pluie a complètement inondé le pont. Moi, je pense que si cette personne qui a construit était clairvoyante, elle aurait d'abord travaillé sur les fondations de ce pont. Elle aurait travaillé sur le système d'assainissement et d'évacuation des eaux. Je pense que nous devons éviter ce qu'on appelle le pilotage à vue. Des projets trompe-l'œil, des projets tape-à-l'œil pour en mettre plein la vue aux gens. Et je pense que quand on aime son pays, on doit se donner des priorités. Franchement, il y a certains choix. Construire un centre de conférence à 55 milliards à Diamniadio, un centre de conférence qui va être utilisé une fois tous les 6 mois. Qu'est-ce qu'on va en faire? Ce sont des choix qui sont assez compliqués. Dakar étouffe avec le béton et on construit à la place de la gare une cité de l'émergence. Alors qu'on aurait pu construire un parc avec des plans d'eau, avec à l'intérieur un centre scientifique, des aquariums, etc. pour que les gens puissent le dimanche s'y balader, etc. Bon, c'est une option. Moi, j'habite dans un quartier où je suis entouré de parcs, 3 ou 4 parcs, pratiquement. Je pense que c'est important que quand on aime son pays, qu'on puisse d'abord lui donner la priorité par rapport à certains choix. Actuellement, il passe son temps à démentir, à taper sur la table par rapport à ses partisans, etc. Mais c'est parce que tout simplement, la gestion ne s'oriente pas vers l'intérêt général, vers ce qui intéresse les gens. Et quand on aime son pays, on travaille par rapport à l'intérêt général. On l'a accusé partout d'ethnicisme, de clanisme, de népotisme. Non. C'est à lui de voir. Est-ce qu'il nomme les gens par rapport aux compétences ou par rapport aux intérêts du pays? Donc, par amour pour mon pays, je demande au président de la République d'infléchir sa politique, de rompre avec certaines pratiques. Je pense qu'ils ne font que retarder le Sénégal. Mais dans le cas contraire, je pense que ça va être cher payé. Et puis pourquoi confisquer le passeport d'un opposant politique? L'attaquer avec des armes non conventionnelles sur des choses privées. Ok, même s'il a fait une erreur, je ne sais pas, moi je ne suis pas sûr. Mais confisquer son passeport, suspendre un lanceur d'alerte qui sûrement aime son pays, ce lanceur d'alerte. Moi je pense que le président devait l'encourager, encourager tous les fonctionnaires à dénoncer les pratiques informelles. Voilà. Je pense que quand on aime son pays, c'est comme ça qu'on fait. On essaie de changer, de changer. Il ne faut pas avoir peur du changement. Le changement peut nous apporter plein de choses. Et puis, il ne faut pas se réfugier sur la dimension croissance. Chaque fois, on dit croissance. Mais pourquoi on ne parle pas de développement? La croissance, elle est quantitative, mais le développement, il est qualitatif. Aujourd'hui ou hier, il y a eu la sortie de l'indice de développement humain. Le Sénégal est à la 170e place. C'est pas honorable, ça. Donc, ça veut dire que la croissance ne s'est pas traduite en bien-être pour les populations. Donc, et je pense qu'un dirigeant doit d'abord penser au bien-être de ses citoyens, à leur qualité de vie, à la qualité de l'éducation et de la formation, la qualité des structures de santé. 55 milliards pour le centre de conférence, ça aurait pu améliorer la situation de beaucoup de centres de santé dans le pays. C'est important, la santé. Parce qu'une population en bonne santé peut être plus productive dans le travail. Voilà, ce sont des préoccupations que je vais exprimer tout le temps, bien sûr en fonction de l'actualité.
Et je pense que il est important que quand on dirige un pays, les destinées d'un pays, d'une nation, d'éviter de se tromper. Voilà, je vous remercie et à la semaine prochaine. Au revoir.